Notre mouvement politique Niger en avant, qui est une jeune formation de la place, puisqu'elle date tout au plus de quelques mois. Mais beaucoup de travail a été fait en termes de préparation pour occuper l'espace politique parce qu'on a des grandes ambitions. C'est véritablement une partie du gouvernement que nous avons là constitué et qui découle d'un constat qui est celui de l'échec politique patent du Niger. J'en veux pour preuve. Le premier rapport du PNUD est sorti en 1990. J'étais encore au lycée. Le Niger était dernier et fermait la marche des nations. À l'époque, je me souviens très bien, on avait ressenti ça comme une gifle très ressentissante parce que c'était presque perçu comme une humiliation, à juste titre. C'était l'une des raisons d'ailleurs qui a porté le mouvement démocratique à l'avant-garde pour dire que ce n'est pas acceptable qu'on ferme la marche des nations sur terre. Ce n'était pas notre vocation. Mais force est de constater que 30 ans plus tard, le dernier rapport a été publié en décembre 2019, donc il y a moins d'un an, à Bogota en Colombie, et le Niger est toujours dernier de la planète. Donc en 30 ans de démocratisation, l'un des objectifs du mouvement démocratique, en plus bien sûr d'élargir le cadre des libertés, c'est d'abord d'apporter un développement au peuple nigérien qui a tant besoin. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine du développement économique, tous les indicateurs sont encore restés presque stationnaires. Donc nous faisons du surplace. Ce n'est pas normal. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait quand même, au lieu de se complaire dans une situation fort aisée, de critiquer sans rien proposer, il faudrait véritablement que nous prenions toute notre place. Et surtout que la classe politique que nous connaissons, son ossature, est restée pratiquement la même. C'est celle qui a émergé à l'issue de la conférence nationale souveraine. Donc il est important que nous proposions une relève, et une relève avec des ambitions claires, des ambitions affichées, une relève qui est décomplexée parce qu'elle est formée, elle a compétit par rapport aux meilleurs standards internationaux. Et nous avons l'ambition d'incarner pour notre pays un projet novateur qui va constituer une rupture réelle par rapport à ce que nous connaissons. Niger en avant, le nom à lui seul résume toute l'ambition. Le pays doit progresser, il doit aller de l'avant, c'est nécessaire. Ce que nous voulions inculquer à tous les citoyens et toutes les citoyennes de ce pays, c'est de s'approprier le Niger. C'est que chaque citoyen dans ce pays, chaque citoyen doit se dire que le Niger, c'est sa propriété. Et en tant que tel, quand c'est votre propriété, il y a des responsabilités qui vont avec. Ça veut dire qu'il faut protéger le pays. Notre pays est menacé aujourd'hui. Il est dans un contexte régional extrêmement difficile. Nous sommes en train de perdre chaque jour des pans entiers de notre territoire. Le contrôle nous échappe dans les hameaux, dans les villages. Et c'est des groupes armés non étatiques qui sont en train de racketter et de rançonner nos populations. Ce n'est pas acceptable. Donc, en disant Nigerina, chaque citoyen est un soldat pour le Niger. Et il se rend compte en même temps que personne au Niger n'a plus de droits que lui. Donc, il faut qu'il revendique ce droit-là. Que le Niger, c'est une propriété commune à chacun et à chacune de ses citoyens. Nous aurions fait un grand pas en avant quand tous les citoyens et toutes les citoyennes et tous les citoyens de ces pays comprendront cela. Vous m'avez posé la question par rapport à notre programme, je ne veux pas m'y dérober. Notre programme, il évolue autour de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est justement la construction de la nation. Donc c'est une tâche extrêmement ardue et le travail de construction de la nation est important. C'est ça qui permet de donner à tous les citoyens une vision commune, une direction dans laquelle le pays évolue. Parce que s'il y a des gens qui s'en sortent avec des milliards quand d'autres crèvent dans la pauvreté, voilà, vous avez vu les sinistrés à Harobanda, dans quelles conditions ils vivaient, pendant qu'il y avait des scandales où des gens se sont mis les milliards. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir et vivre dans un pays dans ces circonstances-là. Donc l'œuvre de construction de la nation, elle est fondamentale. Il faudrait que chaque Nigérien se reconnaisse à travers le pays. Et comment il va se reconnaître à travers le pays? C'est seulement quand il a un gouvernement légitime, un gouvernement dans lequel il croit, un gouvernement qui travaille pour l'intérêt commun de l'ensemble des Nigériens. Le deuxième volet, c'est la sécurité humaine. Mais la sécurité humaine, c'est de faire en sorte que les Nigériens soient des femmes et des hommes épanouis. Il faut leur donner les outils pour qu'ils vivent vraiment dans le monde contemporain où nous sommes. Et cela, il n'y a pas de secret. Il faut qu'ils soient bien éduqués. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc nous envisageons d'investir massivement et surtout relever le système éducatif au Niger aujourd'hui, qui est presque par terre, il faut le dire. Moi qui vous parle, je suis un produit de l'éducation publique, vous allez le constater. J'ai fait l'école primaire à Ngourti. Ngourti, c'est un bled à l'autre bout du Niger.
Mais je peux vous assurer, à l'époque, l'école primaire que moi j'ai fréquentée n'a aucun complexe du point de vue de tous les critères qualitatifs que l'école primaire où se trouve le fils ou les enfants du chef de l'État ici à Niamey. Si vous prenez le taux d'admission au certificat de fin d'études primaires, nous en sommes à plus de 90%. C'est une école remarquable. Et ça, c'est l'école publique. Aujourd'hui, où est-ce que vous trouvez une école publique de qualité de ce niveau-là? Ça n'existe pratiquement plus. Nous sommes en train d'observer l'école publique en train de s'effondrer et nous ne réagissons pas. Donc, il faudrait qu'on remette la qualité dans le système éducatif parce que c'est extrêmement important et c'est ça qui permet aux gens d'espérer dans leur pays parce que l'école doit continuer à jouer le rôle d'ascenseur social. Or, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une école à deux vitesses. C'est le privé qui est en train de donner une formation de qualité. Et l'école publique, d'année en année, avec les grèves et autres, elle est en train de se mettre complètement au ras du sol. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fils ou la fille d'un paysan n'a pas les mêmes armes, n'a pas les mêmes chances pour compétir à armes égales avec les enfants des privilégiés. Donc on est en train de créer une fracture qui est en train de diviser davantage notre pays. Il faut arrêter, il faut mettre fin à cette descente aux enfers-là et reverser cette tendance en investissant massivement sur le plan qualitatif dans l'éducation. J'avais évoqué aussi le système de santé. On connaît ce qu'il est. Aujourd'hui, avec les évacuations sanitaires et autres, l'État du Niger concentre des centaines de millions pour soigner un seul individu. Quand, pour 1000 francs, un enfant meurt de palu ici, à quelques encablures de Niamey, ce n'est pas acceptable. Qui est citoyen, qui ne l'est pas? Donc vous voyez encore la réponse de Niger-INA. Puisque nous disons que chacun c'est son Niger, on a tous les mêmes droits. Et bien si l'État du Niger peut mettre 500 millions pour évacuer un Nigérien, il doit en faire de même pour le bébé qui crève de palu faute de 1000 francs de soins. Ou des selles de réhydratation orale dans nos villages, des diarrhées, des maladies banales qui tuent nos enfants. Ce n'est pas acceptable. Donc il nous faut repenser notre système de santé. Et tout cela va contribuer à sécuriser davantage les Nigériens sur le plan de la sécurité humaine. Et la troisième dimension de notre programme, c'est la prospérité. C'est la clé de voûte du système. La pauvreté aujourd'hui constitue vraiment un cancer social. C'est une gangrène avilissante pour nos populations. Même à Niamey, ça se ressent. À plus forte, dès que vous sortez du pays, dès que vous rentrez dans les campagnes, c'est généralisé. Or, on ne peut pas avoir des citoyens responsables quand la pauvreté sévit à une telle ampleur. Donc, il faut lutter de façon efficace contre la pauvreté. Et notre lutte, ce n'est pas en fait de chercher à réduire la pauvreté, non. Nous, ce que nous proposons, c'est de créer la prospérité. Et on ne peut créer la prospérité qu'en outillant le secteur privé. Il faut que nos entreprises prennent de l'essor. Il faut qu'on crée des champions nationaux. Or, quand vous observez ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Regardez notre système industriel. Il est en train de s'étioler. Je prends souvent l'exemple d'une entreprise comme l'Unitex. Nos femmes partout portent le pagne. C'est des millions de femmes qui s'habillent avec le pagne. Et notre entreprise, notre fleuron national qui est là est fermé depuis quelques années. C'est plus de 3000 emplois qui sont perdus comme ça au profit d'autres pays. Ça, c'est précisément une destruction de la richesse. C'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Il faut que l'État soit derrière nos entreprises. Il faut que l'État crée les conditions pour que le secteur privé émerge. La Branigère aussi, qui est notre fleuron industriel qui existait depuis les années des indépendances, qui est aujourd'hui fermé. SPCN, le savon d'Ancopro, comme on dit, n'est-ce pas, on s'est lavé depuis qu'on était bébé avec ce savon-là. Maintenant, on nous dit qu'on ne peut plus fabriquer cela ici. C'est un problème. On est en train de détruire la richesse. Il faut reverser cette tendance et il n'y a pas de miracle. C'est à l'État de créer les conditions, d'encadrer le secteur privé pour qu'il prenne son essor, pour qu'il puisse investir massivement dans les secteurs productifs de l'économie. Il y a des développements sur le plan continental africain qui sont en train de se passer sous nos yeux et qui risquent de nous laisser pour compte. C'est par exemple le méga projet de la zone de libre-échange continentale africaine, où on est en train de mettre en place un marché à l'échelle du continent de 1,3 milliard de consommateurs. Mais imaginez aujourd'hui qu'est-ce que le Niger va proposer à ce marché-là. On va continuer à être des consommateurs sans rien proposer, puisque nos entreprises sont en train d'être tuées l'une après l'autre. Il faut complètement renverser cette tendance-là, en mettant en place donc tout ce qu'il faut comme encadrement, en mettant en place les structures de financement, les structures de formation, en investissant massivement dans les infrastructures, y compris les infrastructures énergétiques, parce que c'est ça aussi la clé pour déverrouiller le potentiel de production à l'échelle d'un pays. Mais vous voyez le scandale que représente le Niger sur le plan énergétique. Nous avons, je le dis, l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le charbon, nous avons le fleuve, nous avons le vent, nous avons le soleil partout sur ces pays. Ça fait plus de 98% des ressources énergétiques du monde qui sont concentrées dans ce pays qui est le nôtre, le Niger. Mais à peine 15% de la population a accès à l'électricité.
Ce n'est pas normal. Et à quel coût en plus? Donc il faut complètement changer la donne pour mettre l'électricité accessible et pour asseoir une politique énergétique qui permet aux villageois, dans les zones les plus reculées du pays, d'avoir accès à l'électricité. Comme je l'ai dit, on ne se développe pas dans le noir. Il faut d'abord faire cet effort. Au cœur de notre programme, particulièrement le troisième axe, la création de la prospérité. Qu'est-ce qui sous-tend cette création de la prospérité? C'est bien sûr les emplois. Et nos jeunes aujourd'hui, ils ne demandent pas plus que cela. Ils ont besoin d'être formés et d'avoir des emplois décents. Donc la création des emplois, c'est ça qui est au cœur de notre programme. Il ne peut pas y avoir de prospérité sans création d'emplois. Donc c'est de permettre à tous les Nigériens de vivre dignement et particulièrement à cette jeunesse-là. Aujourd'hui, vous avez chaque année, moi je vais vous citer des chiffres, les programmes de création d'emplois, on parle de 50 000 par an, mais c'est d'un ridicule énorme. Aujourd'hui, le Niger, c'est 400 000 jeunes sur le marché de l'emploi chaque année. Donc quand vous créez 50 000 emplois, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Il faut relever le niveau. Il faut aller au moins à 350 000 pour résorber le chômage des jeunes, puisque c'est 400 000 qui intègrent le marché de l'emploi chaque année. Et donc, si vous n'êtes pas à cette hauteur-là, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas des emplois, là, vous les marginalisez, vous créez des conditions pour qu'ils investissent dans l'insécurité. Et c'est ça le danger. Et nous allons prendre le problème à bras le corps justement pour nous assurer que la création de la richesse, la création des emplois, particulièrement pour les jeunes, pour les femmes, pour les groupes défavorisés, sont au cœur de notre action politique. Au cœur donc du système de génération de la prospérité et du développement économique. Pour les femmes, il y a d'autres contraintes. C'est sur toutes les dimensions que nous allons agir. D'abord, au niveau de la sphère sociale. Que ce soit au niveau de l'éducation, vous allez le voir, ce n'est un secret pour personne. Dans toutes les écoles du Niger, il y a plus de garçons que plus de filles. Donc il faut créer les conditions pour qu'on ait une parité déjà au niveau du système éducatif, parce qu'on ne peut pas faire des miracles à la sortie. Si on a 2 femmes ingénieurs contre 8 ingénieurs hommes. Donc les inégalités, en fait, il faut les couper à leurs racines, à leur source. Donc il faut créer les conditions pour que nos filles aillent à l'école. Les programmes de scolarisation de la jeune fille, il faut les intensifier, il faut les faire monter à échelle pour qu'ils produisent des résultats. Vous allez dans le domaine économique également, il y a des injustices qui sont là. L'accès à la terre, l'accès à la propriété, c'est des questions auxquelles il va falloir apporter des réponses concrètes. Il faut agir là où c'est nécessaire. Les questions d'héritage et autres pour permettre d'outiller la femme, de lui donner l'accès aux ressources économiques au même titre que les hommes pour qu'elle puisse donner son plein potentiel. Moi, je suis de ceux qui croient qu'un pays ne peut pas se développer en ignorant la moitié de sa force de travail, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est pas aux hommes d'assurer le développement économique, c'est et les hommes et les femmes, et il faut outiller tout le monde, il faut donner chacun les capacités pour qu'il puisse donner la pleine mesure de son potentiel. C'est extrêmement important pour nous. Aux Nigériens, c'est qu'on arrive à un tournant historique. Les élections à venir vont être les élections les plus ouvertes que le Niger ait connues depuis la conférence nationale souveraine. Il faut que les Nigériens se disent qu'il est temps qu'ils prennent en main la direction et la destinée de leur pays. On ne doit pas laisser ce choix aux autres ou bien le considérer à la légère. C'est un choix fondamental, c'est un choix capital. C'est lui qui va déterminer l'avenir dans ce pays, c'est lui qui va déterminer l'avenir pour nos enfants surtout. Donc on ne doit pas se laisser aller à la facilité, se laisser coopter sur la base, parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent à pourrir le système électif au Niger en injectant massivement de l'argent, en achetant les consciences et autres. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les citoyens et les citoyennes de ce pays s'assument pleinement, fassent un choix responsable, un choix qui les engage sur les années à venir pour donner un nouveau visage à notre pays qui en a tant besoin. Ce n'est pas notre vocation de vivre à genoux. Nous sommes des femmes et des hommes valables, comme partout au monde. Il nous appartient de nous organiser pour rebondir et occuper pleinement la place qui nous revient dans le concert des nations. Ce n'est pas la dernière place qui est la nôtre. C'est ce message d'espoir que je voulais dire aux Nigériens. Et pour que cela soit possible, c'est de rejoindre massivement nos rangs pour qu'on travaille ensemble pour un Niger en avant.